Rentre immédiatement. Ne dis rien à ta mère ni à ton frère. Ce message s'est affiché sur mon écran à 6h47 précise, alors que j'étais installé sur un balcon baigné de soleil à Courchevel. J'observais ma mère, Isabelle, rire pour la première fois en 19 ans à une boutade de mon frère, Thibaut. Il ressemblait à une famille normale, à des gens qui, enfin, me voulaient du bien et souhaitaient ma présence. Un numéro inconnu, pas de nom, juste 10 mots qui ont transformé l'air pur de la montagne en un mur de glace. 12 heures plus tard, je me tenais dans le hall des arrivées d'un petit aérodrome en Auvergne. Un homme en costume gris tenait une pancarte à mon nom et, à ses côtés, se trouvaient 2 officiers de gendarmerie. Ce qu'ils m'ont montré dans cette salle de réunion a changé l'équation de ma vie pour toujours. Je ne me souviens pas avoir percuté le sol, je me rappelle seulement m'être réveillé sous des néons blafards alors qu'un pompier me demandait de compter à rebours à partir de 10. Bienvenue sur Turning Table Stories. Alors que je suis assise ici avec mon café, regardant le monde défiler, des moments de calme comme celui-ci me font réaliser à quel point la vie est imprévisible. D'où regardez-vous cette vidéo? Et quelle est votre boisson ou votre moment préféré de la journée en ce moment? J'attends vos commentaires avec impatience. Mais d'abord, revenons à la vérité qui m'attendait derrière ces portes. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas fait irruption dans leur suite de luxe pour exiger de savoir pourquoi un inconnu me disait de fuir pour sauver ma peau. C'est ce qu'aurait fait l'ancienne Léa, la jeune fille qui désespérait encore de mendier un fragment d'honnêteté. Mais la femme que j'étais devenue savait mieux que cela. Dans les affaires, quand un contrat sent la moisissure, on ne reste pas pour négocier, on limite les dégâts et on part. J'ai bouclé mes valises en moins de 7 minutes. La chambre de l'hôtel de luxe sentait l'hibiscus coûteux et le parfum persistant de ma mère, une fragrance qui autrefois m'évoquait la sécurité, mais qui ressemblait désormais à une étiquette de danger. Je bougeais avec la précision d'une auditrice comptable. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas demandé pourquoi, j'ai simplement ouvert mon ordinateur, réservé un aller simple et demandé un départ discret à la réception. Mon cœur battait comme un tambour dans ma poitrine, mais mes mains restaient fermes. Ce n'était pas une dépression nerveuse, c'était un bilan comptable. Alors que les roues de l'avion quittaient la piste, je fixais l'immensité sombre des Alpes et je me demandais comment j'avais pu me laisser duper une fois de plus. J'avais 29 ans, j'avais créé de toutes pièces une application de gestion agricole valorisée à 94 millions d'euros. J'étais une survivante. Mais Isabelle avait utilisé la seule arme contre laquelle je n'avais aucune armure, la carte du cancer. 3 semaines plus tôt, elle m'avait appelé, la voix tremblante et fragile, pour m'annoncer qu'on lui avait diagnostiqué une tumeur à un stade précoce. Elle m'avait même transféré un faux rapport de diagnostic provenant d'une clinique d'oncologie réputée de Paris. En tant que PDG, je vérifie habituellement tout, mais la maladie est un passe-partout qui déverrouille l'ultime espoir d'un enfant. Pendant une fraction de seconde, j'ai voulu être une fille plus qu'une auditrice. Après 19 ans de silence, je m'étais autorisé à croire aux mensonges. Il existe une gravité spécifique qui pèse sur les enfants qui n'ont jamais été aimés, une chaîne invisible qui nous maintient attachés aux personnes mêmes qui nous ont brisés. Nous passons notre vie d'adulte à construire des forteresses de succès, et pourtant, nous sommes toujours prêts à les démanteler pour un seul instant d'affection maternelle sincère. C'est un abonnement psychologique que nous continuons de payer, même quand le service a été résilié depuis des décennies. J'avais été l'investisseuse silencieuse dans leur version de la famille, et ce séjour à Courchevel devait être mon dividende. Au lieu de cela, c'était un guet-apens. Au moment où j'ai atterri en Auvergne, le soleil n'était plus qu'une ligne d'orange déchiquetée sur les volcans. J'ai regardé mon téléphone, il était inondé de messages. Thibaut me demandait où j'étais pour notre petit déjeuner familial, Isabelle m'envoyait des émojis en forme de cœur, demandant si tout allait bien. Leur compassion ressemblait à un luxe pour lequel ils étaient à découvert depuis des années, et j'étais enfin en train de clôturer le compte. Entrer dans cette salle de réunion de l'aéroport n'était pas un accident, je reprenais le contrôle de mon histoire. Je n'étais plus la petite fille qu'ils pouvaient jeter, j'étais celle qui détenait les preuves. Et ce n'était pas de la vengeance, c'était de la comptabilité. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas hésité dans cette salle, il faut comprendre la nuit où j'ai cessé d'être une fille. J'avais 10 ans. C'était un mardi, une nuit où le ciel auvergnat était si lourd qu'on aurait dit qu'il écrasait la vallée. Dans ma famille, l'amour n'était pas un sentiment, c'était une performance, et j'étais la seule à ne pas avoir mémorisé le script. Je me souviens de l'odeur du bois et du fumet âcre de la cheminée dans notre cuisine.
Je venais de rentrer avec un prix du concours de sciences de l'école, le cœur battant d'espoir qu'Isabelle, pour une fois, me regarde et voit en moi quelque chose de précieux. Mais Thibaut m'avait déjà devancé sur scène. Il avait brisé un médaillon en argent massif ayant appartenu à mon arrière-grand-mère, une pièce du patrimoine familial qu'Isabelle traitait comme une relique sacrée. Il se tenait là, du haut de ses 11 ans, déjà maître dans l'art du mensonge silencieux. Isabelle ne l'a pas grondé, elle n'a même pas demandé ce qui s'était passé. Elle a regardé l'argent brisé au sol, puis elle m'a regardé. Ses yeux étaient aussi durs que le givre d'hiver. À ce moment-là, j'ai vu le calcul. Elle avait besoin d'un coupable pour protéger son enfant prodige, et j'étais le seul actif qu'elle était prête à liquider. « Je sais que c'est toi, Léa », a-t-elle dit. Sa voix était calme, ce qui était toujours la partie la plus terrifiante. « Tu as toujours été jalouse de la place de ton frère dans cette maison. » J'ai essayé de parler, de lui montrer mon prix, mais elle était déjà passée à l'étape suivante de la transaction. Elle a fouillé dans le placard du couloir et en a sorti un vieux sac de sport usé. Elle y a fourré 3 de mes pulls et un jean. Le sac sentait la terre humide, l'odeur d'une vie que l'on range à la hâte. « Tu pars ce soir », m'a-t-elle dit. Pas de valise, pas de manteau, pas d'explication pour mon père qui n'était pas là pour l'arrêter. Elle a ouvert la porte d'entrée et la pluie glacée m'a frappé comme un coup de poing. Elle m'a tendu le sac et m'a ordonné d'aller chez mon grand-père Georges, à 8 kilomètres de là par le chemin de terre. « Ne reviens pas », a-t-elle murmuré. J'ai marché. Mes baskets étaient trempées dès le premier kilomètre et la sangle du sac s'enfonçait dans mon épaule comme une dette que je ne pourrais jamais rembourser. J'avais 10 ans, je portais toute mon existence dans un sac plus vieux que moi, regardant les lumières de ma propre maison s'évanouir dans la brume. Ma mère était une experte de la rupture nette. Elle ne s'est pas contentée de me mettre à la porte, elle a effacé les comptes. Pendant 19 ans, j'ai été un fantôme dans leur histoire, un passif qu'ils avaient réussi à transférer à un vieil homme vivant au bout d'une allée de gravier. Debout sur le perron de Georges cette nuit-là, grelottante et couverte de boue, j'ai compris que dans l'entreprise de la famille Ferrel, j'étais une phase, pas un avenir. J'étais l'investisseuse silencieuse d'une faillite que je ne méritais pas. Grand-père Georges n'a pas posé de questions quand il m'a trouvé sur son porche. Il n'a pas appelé Isabelle pour négocier. Il a simplement pris le sac, m'a donné une couverture chaude et m'a dit que la pluie finit toujours par s'arrêter. C'est lui qui m'a appris que lorsque quelqu'un vous montre qu'il n'accorde aucune valeur à votre présence, il faut le croire dès la première fois. Il m'a fallu 19 ans pour réaliser qu'Isabelle n'avait pas changé, elle voulait simplement racheter les parts qu'elle avait bradées quand j'avais 10 ans, maintenant qu'elle valait des millions. J'étais assise dans le bureau de Maître Dumas, l'atmosphère était lourde de l'odeur du cuir et de cette intégrité durement acquise que ma mère avait depuis longtemps échangée contre une façade vernie. Dumas avait été l'avocat de mon grand-père Georges pendant 30 ans, le gardien silencieux d'un héritage qu'Isabelle mourait d'envie de liquider. Il ne m'a proposé ni thé ni banalité, il m'a simplement tendu une chemise cartonnée qui ressemblait à un arrêt de mort pour la version de la vérité de ma famille. Elle a été très occupée, Léa, a-t-il dit doucement. J'ai regardé la première page. Isabelle avait exploité une clause d'abandon dans le testament original de Georges, affirmant que puisque je n'avais pas mis les pieds sur le domaine depuis 19 ans, elle, en tant qu'administratrice provisoire, avait le droit légal de liquider les actifs non essentiels pour l'entretien. Elle avait utilisé cette faille pour vendre secrètement les droits de prélèvement d'eau de mes terres héritées, le sang même d'une exploitation agricole, afin de couvrir les dettes de jeu de Thibaut qui s'élevaient à 680 000 €. Mon souffle s'est coupé, non pas de tristesse, mais devant l'efficacité chirurgicale de leur trahison. J'avais été la financière occulte de leur survie, et ils avaient siphonné mon compte jusqu'à ce que les tuyaux soient à sec. Ma mère avait traité mon avenir comme un compte de frais d'entreprise pour financer les addictions de mon frère. Je n'ai pas frotté mes yeux, je n'ai pas cherché de réconfort. Je savais que si ma société valait 94 millions, c'était du capital papier bloqué par des engagements d'investisseurs, mais ce fonds de succession de 5 600 000 €, c'était de l'argent liquide. Pour Isabelle et Thibaut, c'était le seul argent réel qu'ils pouvaient toucher, et ils étaient prêts à tuer pour l'obtenir. Bloquer tout, ai-je dit d'une voix monocorde. J'ai signé les documents avec une précision chirurgicale, chaque trait de plume étant une brique dans le mur que je construisais entre nous. En quelques minutes, le silence du bureau fut brisé par la vibration frénétique de mon téléphone. Un message de Thibaut, la carte est refusée au Pro Shop du Golf. Règle ça tout de suite, Léa. Puis Isabelle, 2 minutes plus tard, Léa,
Pourquoi je ne peux pas accéder au compte de la maison? C'est embarrassant, nous sommes en pleine transaction. Appelle-moi immédiatement. Je n'ai pas répondu, je n'ai même pas déverrouillé l'écran. J'ai regardé les messages s'accumuler comme des créances douteuses sur le bilan d'une entreprise en faillite. La colère n'était pas bruyante cette fois, elle était clinique. Ils ne paniquaient pas parce que je leur manquais, ils paniquaient parce que la vache allait venait de quitter l'étable. Dans le bureau, l'écran de mon téléphone brillait d'une clarté froide, un projecteur perçant 19 ans de mensonges soigneusement élaborés. Ce n'était plus une dispute familiale, c'était une liquidation professionnelle. J'ai regardé la femme assise en face de Dumas, Claire. Elle ne ressemblait pas à une détective privée de cinéma, elle ressemblait à une consultante en sécurité de haut niveau, calme, factuelle. Elle n'a pas perdu de temps en empathie ou en excuses. Elle a simplement ouvert son ordinateur et l'a tourné vers moi. J'ai trouvé le plan B, Léa, a-t-elle dit d'une voix aussi clinique qu'un rapport médical. L'écran affichait une série de SMS interceptés entre mon frère et un homme ayant un casier judiciaire pour extorsion. Les mots étaient aussi froids que la neige de Courchevel. Thibault avait écrit « L'actif savoyard devient trop coûteux à entretenir. Nous devons lancer le protocole de liquidation sur les pistes demain. Assure-toi qu'il n'y ait aucun survivant lors de l'audit. » Mon estomac ne s'est pas noué cette fois, je n'ai pas ressenti la panique familière de la petite fille au sac de sport. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange lucidité métallique. Ils n'essayaient plus seulement de me ruiner, ils essayaient de supprimer la personne qui détenait les titres de propriété du fonds. Ils savaient que mon testament laissait mon empire de 94 millions à des œuvres caritatives, leur seule fenêtre de tir était de me faire disparaître avant que je ne sécurise formellement le patrimoine familial. Mais Claire a fait défiler l'écran jusqu'au message qui a officiellement mis fin à notre contrat de sang. C'était de Thibault à Isabelle, envoyé 2 jours avant notre voyage, Léa refuse de céder le contrôle du fonds. Je vais demander à Victor de clôturer le compte. Ça ressemblera à une chute tragique. La réponse d'Isabelle comportait 7 mots qui ont réduit mes derniers souvenirs d'enfance en cendres, fais ce qu'il faut, mais écarte-moi de ça. Ma propre mère. Elle n'avait pas essayé de l'arrêter. Elle n'avait pas négocié pour ma vie ou suggéré un autre moyen d'obtenir l'argent. Elle voulait simplement avoir les mains propres pendant qu'elle héritait du fruit de mon travail acharné. J'ai regardé la date de ce message, elle l'avait envoyé juste après que nous ayons pris ces photos de famille joyeuse sur le balcon. Alors que j'étais là, mon bras autour d'elle, la laissant dire à des inconnus que j'étais sa fille têtue, elle approuvait mon arrêt de mort. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient surexploité pendant des années, mais là, c'était un défaut de paiement total envers l'humanité. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi elle ne m'aimait pas ou ce que j'avais fait pour mériter une mère qui privilégiait son budget vacances à mon propre souffle. Je me suis simplement tourné vers Dumas et les gendarmes qui attendaient près de la porte. Procédez, ai-je dit d'une voix ferme, une ligne droite parfaite. Je veux que toute la rigueur de la loi s'abatte sur eux deux. J'ai réalisé à ce moment-là qu'être une Ferrel n'avait jamais été une relation, c'était une tentative de rachat hostile. Pendant 19 ans, j'avais été l'investisseuse silencieuse dans leur version de la famille, payant la facture de leur cruauté par mon silence. Mais l'audit était enfin là. Je n'étais plus la victime, j'étais celle qui détenait les preuves et j'étais enfin l'actionnaire majoritaire de ma propre vie. Dans mon esprit, l'ancien monde de la loyauté familiale s'effondrait, remplacé par une aube différente faite de faits, de chiffres et d'une rétribution clinique et silencieuse. Je n'ai pas attendu qu'ils me rappellent. Je savais exactement où ils iraient quand l'argent cesserait de couler, comme des vautours revenant vers une carcasse qu'ils pensaient être encore la leur. Isabelle et Thibault se sont garés devant les grilles de mon domaine en Auvergne. Ils ne savaient pas que j'étais derrière la fenêtre, les observant à travers le prisme d'une nouvelle réalité. Thibault semblait négligé, sa chemise en lin de Courchevel était froissée et tachée, tandis qu'Isabelle serrait son sac de créateur comme s'il pouvait encore lui permettre d'échapper à la vérité. L'air de la montagne était vif, sentant le pain et l'hiver approchant, un contraste saisissant avec le piège parfumé à l'hibiscus qu'il m'avait tendu. Quand je suis sorti sur le perron, je ne ressemblais pas à la fillette de 10 ans qu'ils avaient autrefois abandonnée. Je dégageais l'autorité d'une femme qui possédait chaque centimètre carré du sol sous ses pieds. Isabelle a immédiatement commencé son numéro, ses yeux étaient rouges, sa voix se brisait avec une détresse travaillée, « Léa, Dieu merci tu es saine et sauve. Nous étions si inquiets. Ton frère a fait de terribles erreurs avec les comptes, mais nous pouvons arranger ça. Nous sommes une famille.
Signe juste les papiers et tout redeviendra comme avant. Thibaut a fait un pas en avant, essayant de retrouver son ancienne autorité, mais c'était une monnaie qui n'avait plus aucune valeur. Arrête tes gamineries, Léa, a-t-il lancé sèchement. On t'a aidé à avoir ce domaine. Tu nous es redevable. Maintenant débloque les comptes avant que ça ne tourne mal. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je les ai juste regardés, vraiment regardés. Ils n'étaient pas choqués par ce qu'ils avaient fait, ils étaient seulement choqués que j'ai arrêté de jouer le jeu. Ce n'est pas une question de compte, Thibaut, ai-je dit d'une voix calme, factuelle et létale. Je suis descendu les marches et j'ai jeté une épaisse chemise cartonnée sur le capot de leur voiture. Je n'ai pas seulement appelé les gendarmes locaux, Thibaut. J'ai passé la matinée avec le procureur de la République. Il monte un dossier pour escroquerie et tentative de meurtre depuis mon atterrissage. Ce dossier, c'est juste une copie de courtoisie des mandats d'arrêt qu'ils sont sur le point de vous signifier. Le visage d'Isabelle a pris la couleur de la neige. Thibaut a tendu la main vers le dossier, mais ses mains tremblaient tellement qu'il ne parvenait pas à l'ouvrir. J'ai les enregistrements, Thibaut. J'ai les messages où tu as planifié mon accident en montagne. Et j'ai le message où toi, Isabelle, tu lui as dit de faire ce qu'il fallait tant que tu restais en dehors de ça. La mise en scène est morte instantanément. Isabelle est tombée à genoux dans la boue, non pas par remords, mais sous le poids écrasant de son propre échec. C'était le moment où le prédateur réalise qu'il a perdu tout moyen de pression. Ils étaient l'exemple parfait de l'illusion du pouvoir face à un portefeuille vide. Pendant des années, ils avaient défini leur valeur par les biens matériels qu'ils pouvaient m'extorquer. Ils croyaient que leur statut et leur cruauté les rendaient puissants, mais ce n'était qu'un abonnement qu'ils n'avaient jamais réellement payé. Sans mon argent pour régler l'addition, leur autorité n'était qu'un écho creux. Ils avaient construit leur version de la famille sur une fondation de droits acquis, et maintenant que la fondation avait disparu, ils n'avaient plus rien pour tenir debout. Alors que les voitures de gendarmerie banalisées entraient dans l'allée, Thibaut a tenté de s'enfuir, mais il n'a même pas atteint la clôture. Le bruit des menottes qui se refermaient fut l'entrée finale dans le grand livre de la famille Ferrel. J'ai regardé les officiers l'emmener tandis qu'Isabelle sanglotait au sol, ses vêtements de luxe couverts de cette même boue auvergnate qu'elle avait toujours méprisée. Je n'ai pas ressenti de pitié, je n'ai pas ressenti le besoin d'excuses, j'ai juste ressenti un profond sentiment de clôture. L'audit était terminé et pour la première fois en 19 ans, le solde était à zéro. Je n'étais plus un investissement, j'étais la seule propriétaire de mon avenir. Les 5 600 000 € du fonds n'ont pas seulement servi à racheter les droits d'eau ou à réparer les clôtures du domaine, ils ont acheté un avenir qu'Isabelle et Thibaut ne pourraient jamais toucher. J'ai passé la majeure partie de l'année à restaurer cette terre, à en faire un lieu où la cruauté ne prendrait jamais racine. J'ai fondé, le Nid de Georges, une maison d'accueil pour les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance et les enfants qui, comme moi, avaient été mis à la porte avec rien d'autre qu'un sac de sport et un esprit brisé. Il ne s'agissait pas de faire de la charité ou de soigner mon image dans un magazine, il s'agissait d'ouvrir une porte qui m'avait été claquée au nez 19 ans plus tôt. Le domaine n'est plus jamais silencieux désormais. Il y a le son des rires dans la cuisine, l'odeur du pain frais et la vue de jeunes gens réalisant pour la première fois qu'ils sont en sécurité. J'ai gardé le vieux bureau de grand-père Georges dans le cabinet de travail. On y trouve la photographie de ma grand-mère et moi quand j'avais 5 ans, avec ces mots écrits soigneusement au crayon au dos, « Tu as toujours été assez bien ». Il m'a fallu près de 3 décennies pour croire à ces mots, mais ils sont désormais le socle de tout ce que je bâtis. Exactement 1 an après le procès, Maître Dumas m'a appelé dans son bureau pour me remettre une dernière enveloppe. C'était une lettre de Georges, écrite de sa main tremblante mais déterminée. Il écrivait, « Ma petite hirondelle, je suis désolé de n'avoir pas pu me battre plus fort quand j'étais là, mais j'espère que tu sais que chaque jour où tu as vécu par tes propres moyens, tu as prouvé que l'amour n'est pas une question de sang, c'est une question de choix. Je t'ai choisi chaque jour. » J'ai plié cette lettre et je l'ai posée contre ma poitrine, ressentant une chaleur qu'aucune neige d'Auvergne ne pourrait jamais refroidir. Ma mère et mon frère sont des fantômes maintenant, existant dans un monde qu'ils ont eux-mêmes créé, tandis que je suis entouré de la famille que j'ai choisie, les gens qui sont présents, les gens qui restent. J'en suis venu à réaliser que nous passons une trop grande partie de notre vie à attendre des excuses qui ne viendront jamais, ou à essayer de gagner une place à une table où nous n'avons jamais été vraiment les bienvenus. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, debout sous la pluie alors que les gens qui sont censés vous aimer regardent depuis le côté sec de la vitre, souvenez-vous de ceci, vous ne devez aucune loyauté à des gens qui confondent le contrôle avec l'amour.
Vous ne devez aucun pardon selon le calendrier de quelqu'un d'autre, et vous ne devez absolument pas votre silence pour protéger ceux qui n'ont pas voulu vous protéger. Construire une vie qu'ils n'avaient pas prévue pour vous n'est pas un acte de trahison, c'est l'acte de survie le plus puissant que vous puissiez commettre. Parfois, la meilleure des vengeances n'est pas de les regarder tomber, c'est de devenir si pleine de but et de paix que le rejet initial devient totalement hors sujet. Vous êtes l'actionnaire majoritaire de votre propre valeur.